Une scène de crime ultra violente. Waouh! Un homme a été retrouvé grièvement blessé dans un appartement après avoir tué son épouse et son amant. Il se serait servi d'une arme blanche et d'un marteau. La vache! Moi aussi, c'est une affaire de meurtre et d'adultère à Athènes au IVe siècle, mais par contre, bon, je suis un peu déçue, il n'y a pas de marteau. Hein. Salut à Salut! tous. Bon alors aujourd'hui, on va vous raconter l'histoire d'un mec. Vous la connaissez, non? Non, là, c'est l'histoire d'un mec. Alors c'est l'histoire d'un mec, ou plutôt d'un cocu, Euphilétos. Alors je vais vous raconter pourquoi il est cocu. Alors Euphilétos en fait est marié avec une jeune épouse, et tout se passe très bien au début. Et puis sa mère meurt, et donc il se rend logiquement avec son épouse aux funérailles de sa mère. Attends, mais c'est la Et mère là- de qui là qui meurt? Eh ben la mère de Philétos. D'accord. Donc la mère de Philétos meurt, et là Euphilétos se rend aux funérailles avec sa jeune épouse, et son épouse rencontre un bonhomme, Ératosthène. Et Ératosthène séduit la jeune épouse, et donc Euphilétos est cocu. Et comment il se fait gauler? Ah bah, comme tous les autres, hein. Pas bien malin. Ératosthène, donc c'est un peu le professionnel de la séduction, quoi. Et donc en fait, avec plusieurs femmes, bah il y en a bien une qui s'est dit, il vient plus me voir, quoi. Il vient plus me voir assez, donc elle envoie sa servante parler à Euphilétos pour tout lui raconter, quoi. Ératosthène couche avec sa femme. Voilà, et donc, vous voyez, c'est comme ça que Philétos apprend qu'il est cocu. Mais c'est pas Philétos qui porte plainte contre Ératosthène. En fait, c'est pas ça l'histoire. C'est que Philétos, il va assassiner Ératosthène chez lui parce qu'il le trouve dans le lit de sa femme. Alors, on va revenir pour expliquer plus précisément de quoi il retourne. Et ce sont les parents d'Ératosthène qui portent plainte parce que eux, ils accusent Philétos d'avoir assassiné froidement, de façon préméditée, Ératosthène. Affaire à suivre. Bon, alors JB, que dit la loi? Alors, la loi. La loi nous dit que, à Athènes, si quelqu'un tue involontairement au cours des jeux, ou en abattant un brigand sur une route, ou à la guerre par méprise, ou en flagrant délit avec son épouse, le meurtrier ne sera pas banni. En fait, ce que nous dit cette vieille loi du 7e siècle, qui a été réaffirmée au 6e siècle, c'est qu'à Athènes, dans une cité où pourtant aucun citoyen ne peut être mis à mort sans procès, un individu peut être tué s'il est adultère. Et c'est en fait toute la question parce qu'il s'agit de savoir si il y a légitime défense de la part de Euphilétos ou alors est-ce que c'est un gros guet-apens quoi. Est-ce qu'il a voulu piéger Ératosthène? Il s'agit de savoir si Euphilétos est un justicier ou un meurtrier. Ça fait froid dans le dos quand même. La Hein. vache! Bon, alors maintenant je vais vous expliquer ce que raconte Euphilétos, parce que nous n'avons, comme la plupart du temps, qu'une seule version, et ici c'est la version d'Euphilétos. Alors Euphilétos, il nous raconte l'histoire de la manière suivante. Donc il a appris qu'il était cocu, et il va essayer de coincer chez lui Ératosthène. Et donc il sait qu'Ératosthène va venir un certain soir chez lui, et il va au fond le laisser rentrer, le laisser s'installer dans le lit de son épouse, parce que évidemment il est important qu'on puisse constater qu'il n'est pas simplement, il passait pas par là, mais qu'il était en train de coucher avec sa femme, et à partir de ce moment-là, il a le droit de tuer l'amant de sa femme, puisqu'on est sûr que c'est l'amant. Alors il attend, il le dit lui-même, et ensuite, je lis un peu le texte, hein. Je le renverse, je lui ramène les deux mains derrière le dos, je les lui attache, et lui demande pourquoi il a pénétré dans ma demeure pour m'outrager. Et ensuite, Ératosthène n'a pas d'autre choix que de reconnaître son crime. Ouais, la version des parents qui portent plainte contre Euphilétos, eux ils disent plutôt que c'était un peu un guet-apens. C'est Euphilétos qui aurait demandé à sa servante d'aller chercher Ératosthène et lui tendre un piège, quoi. Donc bon, on sait pas trop ce qui se passe finalement. Alors vous voyez, c'est ça le problème, c'est que la plupart du temps,
eh bien, on n'est jamais véritablement sûr de pouvoir reconstituer exactement comment ça s'est passé. Non, mais il y a aussi une autre version. Et qu'on ne dise pas, comme mes accusateurs, qu'il avait été traîné de force de la rue dans la maison, ni qu'il s'était réfugié à mon foyer. En fait, ce que semblent dire les parents d'Ératosthène, c'est que Euphilétos aurait traîné leur fils, Ératosthène, dans sa maison, dans la maison de Philétos. Il y a trop de versions. Hein. Voilà, dans ces cas-là, c'est quand même un véritable guet-apens. Hein. Ou de la légitime défense. Bon, alors vous voyez, l'adultère à Athènes au IVe siècle avant Jésus-Christ, c'est une chose sérieuse, et c'est tellement sérieux qu'on risque la peine de mort. Philétos, il rigole pas. Il dit lui-même à Ératosthène, bah c'est pas moi qui vais te tuer, quoi. C'est la loi de la cité que tu as violée. Bon, ceci dit, t'es pas obligé non plus de le tuer, puisque bon, il y a quelques cas qui sont avérés. Des fois, ça peut se régler avec une petite enveloppe, quoi. C'est-à-dire que Ératosthène, il propose quand même à Philétos de lui donner quelques billets, bon, on oublie. Arrêtons-nous quand même 2 secondes sur la question du meurtre de l'adultère, parce qu'il y a quelque chose d'étrange finalement. On est à Athènes, dans une cité qui dit « aucun citoyen ne peut être mis à mort sans procès ». Et là, pourtant, en toute légalité, on peut tuer un citoyen parce qu'il est adultère. C'est un petit peu étrange. Alors, il y a un passage du plaidoyer qui nous explique finalement pourquoi est-ce que ça se passe comme ça. Pourquoi est-ce qu'on peut tuer un adultère ? Tu as fait passer la loi de la cité après tes plaisirs. Ératosthène, finalement, c'est un séducteur. C'est un être lubrique qui fait passer ses envies à lui avant le bien-être de la cité. Alors il met en danger la cité parce que il va coucher avec tout le monde, donc on ne sait plus qui est le père de qui, donc qui peut être citoyen, etc. Et surtout, il va introduire le trouble entre le mari et son épouse. Alors vous avez compris le principe, Euphilétos, lui, il va se présenter comme le bon citoyen par rapport à l'anti-citoyen qu'est Ératosthène. Et donc il va dresser le portrait d'une sorte de citoyen mari idéal, ou plutôt normal. Alors un mari normal, c'est quoi ? C'est un mari qui surveille un peu sa femme au début du mariage, parce qu'ils se connaissent pas beaucoup. Ce sont les deux familles qui ont établi un contrat, et c'est ça le mariage, c'est pas une histoire d'amour à l'origine. Mais Philétos nous raconte comme si sa femme et lui tombaient amoureux après s'être mariés. Et donc au bout d'un an, une fois qu'ils ont un enfant tous les deux, un fils, ce qui est le plus important, Philétos, il dit qu'il a confiance, qu'il ne surveille plus sa femme. Ouais, il s'en fout, quoi. Pas vraiment, en tout cas, on sait pas trop, on a l'impression qu'il s'en va régulièrement, enfin il n'est pas là tout le temps et il n'est pas obsédé par la surveillance de sa femme. Et d'ailleurs, comme il s'adresse à des concitoyens, qui vont peut-être le condamner ou au contraire le déclarer innocent, il ne cherche pas à être parfait, et ainsi il rapporte que sa femme lui aurait reproché de chercher à profiter des faveurs d'une des esclaves, d'une des servantes de la maison. Signe que, au fond, il fait comme un clin d'œil à ses concitoyens pour leur dire, voyez, je suis normal, quoi, je suis pas parfait. Remontons un petit peu le fil parce que on est allé un petit peu vite. Comment se fait la rencontre entre Ératosthène et la femme de Philétos ? C'était donc à l'enterrement de la mère de Philétos. À cet enterrement, Ératosthène, il dit qu'il a aperçu donc cette femme. Donc là, a priori, ça a été le coup de foudre. Pendant ses funérailles, il y a quand même eu 0 contact, quoi, à part lui qui l'aperçoit. Et donc après, ce qui se met en place, c'est un jeu avec la servante. C'est-à-dire que Ératosthène, a priori, il fait passer des billets doux à la servante pour que la servante puisse le donner à la femme de Philétos. Et puis paf, ça marche, quoi. Alors, je sais pas vous, mais moi, ça m'a toujours surpris cette histoire de séduction qui s'aperçoivent à peine et qu'avec des petits mots, ça marche. Et c'est en lisant un sociologue, anthropologue, que j'ai compris peut-être un peu mieux ce qui s'était passé. Cet anthropologue, il s'appelle Farhad Khosrow-Khavar, et il a étudié la ville de Qom en Iran. À côté de Qom en Iran, Téhéran, c'est un véritable lupanar, ça vous donne une petite idée de l'ambiance. Et il y a de la drague malgré tout. Et la drague, son gros problème, c'est que les femmes ne peuvent pas avoir de relations sexuelles avant le mariage, et encore moins pendant le mariage, hormis avec leur mari bien sûr, mais surtout, c'est très mal vu pour une femme de parler à un homme dans la rue. Ils ne peuvent pas se parler dans la rue. Et c'est exactement le problème qui est ici décrit. Ératosthène, il ne peut pas lui parler. Alors comment ça se passe à Qom ? Le garçon, il propose son numéro de téléphone portable, il dit à la fille qu'il a envie, et elle doit le repousser, le gifler, mais quand le garçon lui plaît, elle prend le numéro de téléphone portable, et ensuite, ils passent le reste de leur journée à s'envoyer des textos, les petits billets doux de la servante, quoi.
Alors vous voyez, les histoires d'amour à Com, eh ben, c'est comme ça que ça se passe. En fait, ils n'ont pas le choix, tout simplement. C'est donc le type de société, la nature, la domination masculine, qui façonne le type d'amour qui est possible entre les hommes et les femmes ou entre les individus. Retournons à Athènes à l'époque classique et parlons justement de ces relations qui unissent les hommes et les femmes. Finalement, les sentiments amoureux qui peuvent naître entre un homme et une femme ont une propriété intéressante. En fait, ils montrent que la femme, au sein d'un rapport de couple qui est marqué par la domination masculine, peut s'émanciper, a une marge de manœuvre. Dans le cas de la femme de Philétos, elle va aller avec la mère de son amant au thesmophorie, c'est-à-dire dans une cérémonie publique. Alors elle va prendre un énorme risque et justement par amour. Bah oui, mais finalement, il y a quand même une autre histoire d'amour dans ce plaidoyer, parce que la femme jalouse dont on a parlé au début, qui envoie sa servante parler de cette relation extra-conjugale à Euphilétos, je pense qu'il y a quand même quelques sentiments qui sont liés à cette manigance. C'est beau l'amour, hein. Bon, alors c'est un peu le moment de terminer, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir leur raconter là? Bon, parce que là, pour tout vous dire, on est en fait en train d'hésiter, on ne sait pas vraiment quelle conclusion on doit faire. Hein. On va essayer de la faire, mais on va voir. Voilà, on n'est peut-être pas d'accord d'ailleurs. Alors personnellement, moi, mon idée première, c'était de revenir sur la femme de Philétos. C'est-à-dire de se demander finalement si dans ce rapport qu'elle a avec Philétos, avec Ératosthène, c'était une victime, si elle était entièrement passive, ou alors au contraire, si elle avait une capacité d'initiative. Et moi, la conclusion à laquelle j'en étais arrivé, c'est que, bah non, finalement, la femme de Philétos, elle est séduite rapidement, et ce qui lui est dénié, finalement, c'est sa capacité d'initiative, c'est sa capacité de pouvoir dire oui ou non. Pour moi, elle est peut-être juste victime du séducteur Euphilétos, quoi. C'est-à-dire que, bon, vous allez me dire, elle tombe quand même peut-être bien amoureuse à la fin d'Ératosthène, mais au début, c'est quand même un beau traquenard, j'ai l'impression. Finalement, je trouve le plus amusant, c'est que cette histoire, elle a pour origine Euphilétos qui essaye de faire porter le chapeau à Ératosthène, et nous, sans doute que c'est le regard d'aujourd'hui, on est finalement beaucoup plus intéressés par la femme, qui est une héroïne malgré elle d'une histoire, qui est une histoire entre deux hommes, du moins c'est comme ça que la source présente l'histoire. Donc je pense que ça montre bien que nous ne lisons pas ces textes exactement avec les mêmes yeux que ceux qu'on utilisait pour le lire dans l'Antiquité. D'ailleurs, la femme de Philétos, finalement, dans le plaidoyer, elle apparaît jamais, quoi. Je crois même qu'on ne connaît même pas son nom. Ouais, elle n'a pas de nom. D'ailleurs, en fait, on peut peut-être couper.